Cette tradition familiale semblait normale. Jusqu'à ce que je réalise qu'elle était illégale. Pendant toute mon enfance, je n'ai jamais remis en question cette tradition. Pour moi, elle faisait simplement partie de notre famille, au même titre que les repas du dimanche ou les anniversaires fêtés dans la cuisine. C'était quelque chose que l'on faisait depuis aussi loin que je me souvienne, et personne n'en parlait jamais comme de quelque chose de bizarre ou d'inhabituel. Au contraire, on en parlait avec une certaine fierté, comme si cela faisait de nous une famille un peu différente, un peu plus libre que les autres. J'ai grandi dans une petite ville, dans une maison qui appartenait à ma famille depuis plusieurs générations. Mes parents, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, tout le monde vivait à quelques rues les uns des autres. On se voyait tout le temps. Et chaque année, à une date bien précise, on se réunissait pour ce que mes parents appelaient simplement la tradition. Ils ne lui donnaient pas vraiment de nom. Ils disaient juste. C'est comme ça qu'on a toujours fait. La première fois que j'y ai participé consciemment, j'avais peut-être 8 ou 9 ans. Je me souviens de l'excitation dans la maison ce matin-là. Les adultes parlaient à voix basse, mais avec des sourires. On préparait des sacs, on vérifiait des listes, et on me répétait sans cesse de ne rien dire à l'école, parce que les gens ne comprendraient pas. À cet âge-là, ça me donnait surtout l'impression de faire partie d'un secret important. Quelque chose de réservé aux adultes et à moi, parce que j'étais assez grand maintenant. Nous montions tous dans plusieurs voitures et nous quittions la ville très tôt, avant même que les magasins ouvrent. On roulait longtemps, parfois plus d'1 heure, jusqu'à une zone isolée, loin des routes principales. C'était toujours le même endroit. Une vaste étendue de terrain, bordée de forêts, avec de vieux bâtiments abandonnés que personne n'utilisait plus. Pour moi, c'était presque un terrain de jeu géant. Je n'avais aucune idée que ce lieu avait une histoire, encore moins qu'il était surveillé ou réglementé. Une fois arrivés, les adultes se répartissaient les rôles avec une précision qui m'impressionnait. Chacun savait exactement quoi faire. Certains montaient la garde, d'autres transportaient du matériel, et d'autres encore s'occupaient de moi et des plus jeunes en nous donnant des instructions très claires. Rester à un endroit précis, ne pas courir, ne pas poser de questions inutiles. On nous disait que c'était pour notre sécurité. Je me souviens d'avoir demandé une fois pourquoi on ne faisait pas ça ailleurs, dans un endroit plus simple. Mon père m'a juste répondu. Ici, personne ne nous dérange. Sur le moment, je n'y ai vu aucun problème. Au contraire, ça renforçait l'idée que cette tradition était spéciale, presque sacrée. Les adultes faisaient des choses que je trouvais impressionnantes, mais aussi un peu inquiétantes. Il y avait des règles strictes, un silence respecté à certains moments, et une tension que je ressentais sans vraiment la comprendre. Pourtant, personne ne semblait inquiet. Ils plaisantaient, riaient parfois, et terminaient toujours la journée par un grand repas improvisé, comme une célébration. En grandissant, j'ai continué à participer. À chaque année, on m'expliquait un peu plus de choses, mais jamais tout. On me disait que c'était une tradition familiale ancienne, transmise de génération en génération. Mon grand-père me racontait qu'il avait fait la même chose avec son propre père, et qu'à l'époque, personne ne venait nous embêter. Ces phrases revenaient souvent, sans que je comprenne vraiment ce qu'elles signifiaient. À l'adolescence, j'ai commencé à remarquer des détails qui me mettaient mal à l'aise. Le fait que tout devait rester secret. Le fait qu'on changeait parfois d'itinéraire au dernier moment. Le fait aussi que certains adultes devenaient nerveux si une voiture étrangère passait trop près. Quand je posais des questions, on me répondait toujours que je réfléchissais trop, que c'était juste une vieille habitude, que la loi ne comprenait pas toujours les traditions. Et surtout, il y avait cette phrase que j'entendais de plus en plus souvent. Tant qu'on ne se fait pas prendre, ce n'est pas un problème. À ce moment-là, quelque chose a commencé à se fissurer en moi. Je ne savais pas encore pourquoi, mais je sentais que cette tradition n'était peut-être pas aussi innocente qu'on me l'avait toujours présentée. Pourtant, je continuais à y participer, par loyauté, par habitude, et surtout par peur de remettre en question tout ce que ma famille m'avait appris. Je n'avais aucune idée que quelques années plus tard, une simple conversation allait tout changer. Que je découvrirais que cette tradition familiale, que je pensais normale, respectée, presque banale, était en réalité totalement illégale. Le moment où tout a commencé à basculer n'a rien eu de spectaculaire. Pas de sirène, pas de cris, pas de confrontation directe. Juste une conversation banale, un après-midi ordinaire, dans un contexte où je ne m'y attendais absolument pas. J'étais déjà adulte, ou du moins je me considérais comme telle. J'avais quitté la maison familiale depuis quelques années, je faisais mes études ailleurs, et pour la première fois de ma vie, je passais beaucoup de temps avec des gens qui n'avaient rien à voir avec mon entourage habituel. Des gens d'autres villes, d'autres familles, d'autres traditions. On parlait souvent de nos enfances, de nos souvenirs, de ce que nos parents faisaient différemment. Un jour, lors d'un dîner entre amis, quelqu'un a raconté une histoire à propos de son oncle qui avait eu des ennuis avec la justice pour une activité soi-disant traditionnelle. Tout le monde a ri, mais moi, j'ai senti une sorte de tension monter dans mon ventre. Sans trop réfléchir, j'ai commencé à raconter, moi aussi, ce que ma famille faisait chaque année. Je l'ai raconté comme je l'avais toujours connu, avec naturel, presque avec fierté. J'expliquais le lieu isolé, l'organisation parfaite, le secret, les règles, le fait que ça se faisait depuis des générations.
La pièce est devenue étrangement silencieuse. Je me souviens très précisément du regard de l'une de mes amies. Elle a posé sa fourchette, m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé, très calmement. Tu sais que c'est totalement illégal, non? Jai rit. Un rire nerveux, un peu forcé. Jai cru quelle plai santait. Je lui ai répondu que non, que c'était une tradition familiale, que tout le monde faisait attention, que personne n'avait jamais été blessé, et que ça se faisait depuis toujours. Elle n'a pas souri. Un autre ami a alors ajouté. Peu importe depuis combien de temps vous le faites. La loi n'a rien à faire des traditions. Je me suis sentie soudainement très exposée. Comme si j'avais dit quelque chose que je n'aurais jamais dû dire à voix haute. J'ai tenté de me défendre, de minimiser. J'ai répété exactement les phrases que j'avais entendues toute ma vie. Que c'était discret, que ça ne faisait de mal à personne, que c'était dans un endroit isolé, que les autorités n'avaient pas à s'en mêler. Mais plus je parlais, plus je voyais leurs expressions changer. Pas du jugement. Dell'inquiétude. L'un d'eux m'a même demandé si je réalisais les risques légaux encourus. Amendes enormes. Peine de prison possible. Confiscation de matériel. Casier judiciaire. Des mots que je n'avais jamais associés à ma famille. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Pour la première fois, j'ai repensé à chaque détail de cette tradition sous un autre angle. Les secrets. Les itinéraires changés au dernier moment. Les phrases chuchotées. Les regards nerveux. Les au cas où permanents. Ce n'était pas de la prudence. C'était de la peur de se faire attraper. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai cherché sur Internet. Pas de manière vague. De manière précise. J'ai tapé exactement ce que nous faisions, les lieux, les pratiques, les objets utilisés. Et les résultats sont apparus immédiatement. Articles de loi. Témoignages. Forum. Cas judiciaire. Tout était là. Noir sur blanc. Ce n'était pas un simple petit écart. Ce n'était pas une zone grise. C'était clairement interdit. Réglementé strictement. Punishable severement. Dans certains cas, les gens avaient perdu leur emploi, leur maison, parfois même la garde de leurs enfants. Je me souviens avoir fixé mon écran pendant de longues minutes, incapable de bouger. J'avais l'impression que mon enfance venait d'être réécrite sous mes yeux. Tous ces moments que j'avais associés à la famille, à la transmission, à la confiance prenaient soudain une autre signification. Le pire, ce n'était même pas la peur pour moi. C'était la réalisation que les adultes autour de moi avaient toujours su. Pas forcément tous les détails juridiques, mais suffisamment pour comprendre qu'ils franchissaient une ligne. Et qu'il avait choisi de m'y emmener quand même. De my exposer. De me demander de garder le silence. Quand j'ai appelé mes parents quelques jours plus tard, j'ai essayé d'aborder le sujet prudemment. J'ai dit que des amis m'avaient posé des questions. Que j'avais regardé certaines lois. Que ça m'inquiétait un peu. Le silence à l'autre bout du fil a été immédiat. Puis mon père a soupiré et a dit. On savait bien que ce jour finirait par arriver. À ce moment-là, j'ai compris que rien de tout cela n'était un malentendu. La conversation avec ma famille a marqué un point de non-retour. Ce n'était plus une inquiétude vague ou une découverte abstraite sur Internet. C'était désormais quelque chose de réel, de vivant, qui existait entre nous comme une tension invisible. Quand je suis rentrée chez mes parents quelques semaines plus tard, l'atmosphère avait changé. Tout semblait identique en apparence, mais je sentais que quelque chose n'était plus à sa place. Le sujet n'a pas été abordé tout de suite. On a parlé de banalités, de travail, de voisins, de souvenirs d'enfance. Mais je remarquais des regards échangés, des silences un peu trop longs. Finalement, c'est ma mère qui a brisé le calme. Elle m'a demandé si j'allais encore faire des recherches ou si j'allais laisser tomber cette histoire. Sa voix était douce, mais il y avait une pointe de fatigue, presque de peur. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas faire semblant de ne rien savoir. Que maintenant que je comprenais ce que cela impliquait, je ne pouvais plus regarder cette tradition de la même manière. Mon père s'est alors levé de table et a commencé à marcher dans la pièce, comme il le faisait quand il était nerveux. Il a dit que je dramatisais. Que les lois étaient faites par des gens qui ne comprenaient pas la réalité du terrain. Que tout le monde transgressait des règles d'une manière ou d'une autre. C'est là que la discussion est devenue plus dure. Je leur ai demandé s'ils avaient déjà réfléchi aux conséquences possibles. Pas seulement pour eux, mais pour moi, pour les enfants, pour toute la famille. Ma mère a baissé les yeux. Mon père a répondu que oui, bien sûr qu'il y avait pensé, mais que renoncer à cette tradition, c'était renier une partie de leur identité. Il m'a dit que son propre père lui avait appris tout cela, et que refuser, c'était comme dire que ses ancêtres avaient eu tort. Je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement une question de légalité. C'était une question de fierté, de transmission, de peur de perdre quelque chose qui donnait un sens à leur histoire familiale. Pour eux, ce n'était pas une activité interdite. C'était un héritage. Mais pour moi, quelque chose avait changé. Je repensais à l'enfant que j'avais été, à ce sentiment d'être inclus dans un secret, et je voyais maintenant l'autre face de cette inclusion. On m'avait appris très tôt à me taire,
à ne pas poser trop de questions, à accepter sans comprendre. Et je me demandais combien d'autres choses, dans ma vie, j'avais accepté simplement parce qu'elles venaient de ma famille. Les jours suivants, j'ai parlé avec mes oncles et mes tantes. Certains ont été sur la défensive, d'autres plus honnêtes. L'un d'eux m'a avoué qu'il avait toujours su que c'était risqué, mais qu'il n'avait jamais osé être celui qui dirait stop. Un autre m'a dit que si je n'étais pas à l'aise, je pouvais simplement ne plus venir, sans faire d'histoire. Comme si le problème disparaissait dès l'instant où je détournais le regard. Mais ce n'était plus suffisant pour moi. Je réalisais que cette tradition m'avait façonné plus que je ne le pensais. Elle m'avait appris que la loyauté familiale passait avant tout, même avant la loi, même avant la sécurité. Et je commençais à me demander si c'était vraiment une valeur que je voulais continuer à porter. Le conflit intérieur était épuisant. D'un côté, il y avait l'amour pour ma famille, les souvenirs, les rires, le sentiment d'appartenance. De l'autre, il y avait cette voix de plus en plus forte qui me disait que certaines traditions ne méritaient pas d'être préservées, surtout quand elles mettaient des gens en danger, même indirectement. Quand l'année suivante est arrivée et que la fameuse date approchait, mon père m'a demandé si je viendrais. Il n'a pas insisté, mais son regard en disait long. J'ai senti que ma réponse allait définir bien plus qu'une simple présence ou absence. Elle allait redéfinir ma place dans la famille. Et pour la première fois de ma vie, j'ai envisagé sérieusement de dire non. Le jour est arrivé plus vite que je ne l'aurais voulu. Cette date qui, pendant toute mon enfance, avait toujours été associée à l'excitation, aux préparatifs secrets et à cette sensation étrange d'appartenir à quelque chose de spécial. Cette fois, elle portait un poids différent. Je me suis réveillée ce matin-là avec une boule dans la poitrine, comme si mon corps avait compris avant ma tête que quelque chose allait se rompre. Je suis restée longtemps assis sur mon lit, à fixer le mur, à repenser à toutes les années précédentes. Au trajet en voiture, aux regards complices, aux phrases chuchotées. À la manière dont on m'avait toujours dit que ça ne regardait personne d'autre. Et je me suis demandé à quel moment exact une tradition cesse d'être un héritage pour devenir un fardeau. Quand je suis arrivée chez mes parents, l'ambiance était tendue mais calme. Trop calme. Les sacs étaient prêts, les mêmes que d'habitude. Les gestes étaient mécaniques. Personne ne parlait vraiment. Mon père a fini par me demander, sans me regarder, si j'étais prêt. C'était une phrase simple, presque banale, mais elle contenait tout. Être prêt, ça voulait dire accepter, continuer, fermer les yeux comme avant. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit non. Le mot est sorti plus doucement que je ne l'avais imaginé, mais il a frappé la pièce comme un coup sec. Mon père a levé la tête, surpris, presque blessé. J'ai continué à parler avant de perdre mon courage. J'ai dit que je ne pouvais plus participer. Que je ne pouvais plus faire semblant de croire que tout allait bien. Que je les aimais, mais que je refusais de faire quelque chose que je savais être illégal et potentiellement dangereux. Le silence qui a suivi a été l'un des plus longs de ma vie. Mon père m'a demandé si je les menaçais. Si j'allais parler. J'ai répondu non. Que je ne voulais dénoncer personne. Que je voulais juste sortir de ça. Ma mère avait les larmes aux yeux. Elle m'a dit qu'elle ne m'avait jamais vu aussi sérieux. Ce jour-là, ils sont partis sans moi. Je suis restée seule dans la maison familiale, entourée d'objets chargés de souvenirs. Et pour la première fois, je me suis sentie à la fois incroyablement triste et étrangement soulagée. Comme si j'avais enfin posé un sac que je portais depuis des années sans m'en rendre compte. Les semaines suivantes ont été difficiles. Certains membres de la famille ont pris leur distance. D'autres ont essayé de me faire changer d'avis, de minimiser, de me faire culpabiliser. On m'a dit que j'exagérais, que le monde était devenu trop strict, que les traditions se perdaient à cause de gens comme moi. Mais il y a aussi eu des surprises. Un cousin m'a appelé un soir pour me dire qu'il n'avait jamais osé dire non non plus. Une tante m'a confié qu'elle avait toujours eu peur que quelque chose tourne mal. Avec le temps, quelque chose a changé. L'entertainment. La tradition n'a pas disparu du jour au lendemain, mais elle a commencé à se fissurer. Moins de participants. Plus d'hésitation. Plus de questions. Et même si personne ne me l'a dit clairement, je sais que mon refus a planté une graine. Aujourd'hui, quand je repense à tout ça, je ne ressens plus de colère. Juste une lucidité calme. J'ai compris que le fait qu'une chose soit ancienne ne la rend pas juste. Que le fait qu'elle soit familiale ne la rend pas légale, ni morale. Et surtout, j'ai compris que grandir, parfois, c'est accepter d'être celui qui brise le silence. Cette tradition faisait partie de mon enfance, mais elle ne définit pas qui je suis devenue. Ce que je transmets aujourd'hui, ce n'est pas un secret ni une transgression, mais une leçon simple. Aimer sa famille ne veut pas dire tout accepter sans réfléchir. Et pendant longtemps, je n'aurais jamais cru dire ça, mais me rendre compte que cette tradition était illégale a probablement été l'un des moments les plus importants de ma vie. Pas parce que j'ai appris quelque chose sur la loi, mais parce que j'ai appris quelque chose sur moi-même.